Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Rendez-vous Tech un petit peu spécial puisque moi je suis coincé entre les cris, les pleurs et les couches et on a quand même un épisode qu'on avait préenregistré, donc on va vous diffuser maintenant en épisode bonus pour février. Je pense que je pourrais être de retour peut-être tout seul pour le prochain épisode la semaine prochaine, mais là on a celui-là qui est vraiment intéressant que j'ai enregistré avec mon ami Daniel Charby qui, bon, je vais pas vous déflorer l'épisode lui-même, vous allez l'entendre dans quelques minutes. Je voulais tout de même prendre le temps de vous rappeler que le Rendez-vous Tech est financé grâce aux patriotes, grâce aux personnes qui décident que l'émission vaut bien le prix d'un petit café ou d'une petite bière, et décident d'aller sur patreon.com/rdvtech pour financer l'émission, et sans eux, cette émission n'existerait pas du tout. Donc, écoutez, si vous pensez que l'émission est sympathique, qu'elle vous distrait, qu'elle vous informe, qu'elle vous fait passer un bon moment, eh bien, je vous encourage à aller regarder le lien qui est disponible dans les notes de l'émission. Et vous pouvez tout simplement ouvrir votre application de podcast et le lien est juste là, c'est patreon.com/rdvtech. Et vous pouvez vous aussi en 2 minutes à peine devenir un patriote du Rendez-vous Tech. Bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie de nous écouter. Je vous laisse avec moi du passé et Dany qui vous parlons de la logistique des grands fabricants de matériel informatique. J'espère que l'épisode vous intéressera. N'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires ou sur Twitter. Et on se retrouve pour l'actu régulière dans très peu de temps. Ciao à tous! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier du Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et généralement on couvre l'actualité du jeu, pas du jeu vidéo, mais de la technologie. On vous résume tout ce qui se passe sur Internet, dans la technologie, dans les gadgets. Mais aujourd'hui c'est un épisode spécial, un épisode différent, où j'ai l'immense plaisir de recevoir l'un de mes meilleurs amis de la vie entière, qui est aussi un expert du monde de la technologie. J'ai nommé Monsieur Daniel Charby. Comment ça va, Dany? Hello, écoute, ça va très bien. Surtout que maintenant les fêtes sont quasiment terminées, donc pour un niveau boulot justement. Et donc maintenant c'est les vacances qui commencent. Vacances non, parce qu'il y a le CES dans 2 semaines. mais après ça. Bon, vous l'aurez compris, on enregistre cette émission. Pardon, je t'ai interrompu. Vas-y. Non, je disais, on enregistre cette émission bien à l'avance, et c'est d'autant plus intéressant qu'on va parler de ce qui se passe pendant les fêtes pour une immense société d'accessoires et d'outils informatiques. J'ai nommé Dell, qui évidemment fabrique une immense partie des ordinateurs que nous utilisons tous au quotidien et dans le boulot et ailleurs. Et justement, je me suis dit que ça serait sympa de parler à Dany pour qu'il nous explique un petit peu comment fonctionne la logistique, l'organisation, la gestion d'une société comme celle-là, ou en tout cas de la partie dont tu t'occupes, pour réussir à amener les ordinateurs dans les rayons et dans nos maisons depuis les débuts de ce qu'il faut préparer pour la période des fêtes. C'est ce sur quoi on va se concentrer, mais bien sûr ça fonctionne plus ou moins de cette manière tout au long de l'année. Et donc essayer de suivre un petit peu cette chaîne, ces décisions, tout ce que ça implique, pour vous donner un regard de l'intérieur de cette chaîne de fabrication et de ce processus dont on ignore en fait beaucoup de détails. Et avant de commencer à parler de ça, je me dis que ça serait peut-être une bonne idée de te demander simplement quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais chez Dell pour que les auditeurs sachent d'où on part. Eh bien, je suis déjà responsable. Le titre peut-être, ouais. Mon titre, il va être alambiqué et incompréhensible pour la moitié des gens. Et en gros, je suis responsable pour le segment des particuliers pour l'Angleterre, le Royaume-Uni, pour Dell, pour les ventes directes. Donc, c'est site internet et call center.
Et tu es également passé par de nombreux postes chez Dell au cours de ta longue et brillante carrière. Tu as aussi travaillé sur l'Europe en général, chez Alienware, si je ne m'abuse. Alienware pendant de longues années. J'ai travaillé aussi sur la région France, Espagne, Italie pendant quelques années, et aussi pendant longtemps sur tout ce qui est accessoires, périphériques et logiciels, ce qui inclut les moniteurs ou ce qui incluait à l'époque aussi les imprimantes et enfin, tout ce qui tournait autour du PC. D'accord, donc tu as connu quand même de grosses évolutions dans cette industrie. Et tu es plutôt du côté marketing, on peut dire, ou ton poste a vraiment évolué au-delà de ce... Je crois que c'est un petit peu ce que tu faisais à l'origine. Déjà les questions compliquées commencent. Questions compliquées. Non, c'est pas très compliqué en fait, mais alors en théorie oui, c'est pas tout à fait du marketing à proprement parler, c'est plutôt je suis plutôt une sorte de business manager. Mais enfin évidemment le marketing et les 4 P, c'est alors c'est quoi les 4 P P énorme déjà, partie du boulot. Les 4 P, donc c'est prix, produit, placement, promotion. Okay, heureusement tu t'es souvenu des 4. J'ai cru que j'allais te poser une colle. Prix, produit, placement, promotion, très bien. Donc effectivement, et une autre partie qui est hyper intéressante dans ton travail, c'est tout ce qui est logistique et le fait de prévoir toutes ces choses-là très à l'avance. Et quand on dit très à l'avance, justement, lançons-nous dans les grandes questions. Quand est-ce que tu commences à préparer la période des fêtes? Alors peut-être même avant ça. Et je risque de te poser des questions auxquelles tu peux pas répondre. Et s'il y a des données que tu peux pas donner ou des réponses que tu peux pas donner, tu me dis non, nouvelle pioche, je peux pas te parler de ça. Mais non, je mettrai des bips à chaque mot, genre bip, 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 bip. Quel pourcentage de votre business représente la période de Noël, ou peut-être, pour pas parler de votre business à vous spécifiquement chez Dell, si tu peux pas, de l'industrie de l'informatique en général, des ordinateurs personnels simplement. Est-ce que c'est une grosse partie, ou est-ce que il y a quand même, j'imagine, des achats qui se font toute l'année parce que c'est un milieu professionnel? Oui, alors enfin pour Dell, c'est surtout, enfin effectivement, c'est une boîte très très orientée B2B et pro. Donc c'est un peu différent, mais quand tu regardes juste tout ce qui est vente aux particuliers, effectivement c'est enfin les fêtes de Noël et principalement la période entre Black Friday et les disons 2 semaines qui suivent, c'est là où tu fais enfin où toutes les grosses marques vont faire une énorme partie de leur chiffre d'affaires de l'année. Alors ensuite, il faut voir que c'est une période de 5 ou 6 jours. Par exemple, Black Friday, Cyber Monday, tu vois, il y a les quelques jours qui suivent, qui va représenter peut-être, je sais pas, 10 à 15% du volume de l'année pour pas mal de boîtes. Mais sinon, pour le reste de l'année, c'est vachement plus stable, même si maintenant il y a une nouvelle tendance qui se dessine un peu avec les États-Unis qui ont lancé, enfin, et Amazon qui a lancé Black Friday in July, je crois il y a 2 ans maintenant, et qui commence à venir lentement mais sûrement en Europe. Ah oui, mais je savais même pas que peut-être qu'il l'intitule pas Black Friday in July, mais je crois que si, mais bon, à vérifier. Ouais, mais à vérifier comment ça se passe en Europe. Ouais. L'une des choses aussi qu'il est important de signaler à propos de Black Friday, c'est que le jour a son nom, si je ne m'abuse, là encore tu pourras peut-être me corriger, du fait que les comptes des grandes surfaces et des distributeurs passent dans le noir, c'est-à-dire dans le positif plutôt que dans le rouge, dans le négatif, à ce moment-là de l'année, donc les comptes annuels. Ce qui veut dire que vraiment c'est le moment où ça bascule et où les bénéfices commencent à arriver. Ça arrive très très tard, quoi. Et surtout en fait quand tu vois, enfin ne serait-ce que dans le retail, en Angleterre c'est flagrant, hein, mais j'ai rarement vu autant de monde dans les grosses artères de Londres où il y a des boutiques partout, et c'est une quantité de monde qui se presse aux portes des magasins le jour de Black Friday. C'est des millions de gens, je n'ai jamais vu ça. C'est
moi, j'aime pas trop la foule. Ouais. Donc, je vais dire c'est horrible, mais je comprends qu'il y en ait qui se disent ah c'est fantastique, c'est le meilleur jour de l'année. Bon, ensuite, ça dépend si on aime faire du shopping ou pas. Ouais, bah après c'est vrai que la tendance semble être un petit peu similaire, enfin même voire plus exagérée aux États-Unis. C'est moins le cas en Ouais. France, je crois. Il y a quand même beaucoup d'achats dans la période de Noël et dans la période du Black Friday, Cyber Monday. Mais bon, toi tu gères les calls, tu gères les ventes directes et donc j'imagine que ça implique beaucoup de ventes par les sites, par le site internet et que vous avez des promotions là-dessus aussi. Mais on va y revenir. Retournons vers l'origine de tout ça. Quand est-ce que tu commences à préparer cette période et qu'est-ce que ça implique dans ces premiers moments? Alors déjà, ça dépend parce que par exemple, il y a tout ce qui est planification de lancement de nouvelles plateformes. Donc, quand je dis nouvelle plateforme, c'est par exemple, on peut dire le XPS 13. Dire voilà, cette période, peut-être que ce serait bien de lancer soit une mise à jour, soit un refresh, s'il y a des nouvelles composantes planifiées par nos partenaires Intel et par exemple Nvidia pour les cartes graphiques. Donc ça c'est une chose déjà qui se planifie à beaucoup plus long terme, qui est pas toujours liée en fait aux fêtes de Noël, mais qui peut apporter effectivement qui peut influencer de manière significative cette période-là. Donc par exemple l'année dernière, les cartes graphiques Nvidia sur les machines gaming et le lancement de la série 10, c'était quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, si on met ça de côté, parce que effectivement chaque pays en fait pour Dell va avoir une influence là-dessus, mais ensuite ça va se gérer à un niveau global parce que il est rare de lancer disons une plateforme pour ne serait-ce qu'un pays ou même une région type l'Europe. Voilà, donc si on met ça de côté, ensuite la planification de Black Friday par exemple, ça commence ou des fêtes de Noël de manière un peu plus large, ça commence disons 7 à 9 mois avant. Donc là, on vient de terminer. Je pense qu'on va recommencer les discussions et la planification sur ce genre de choses, à mon avis, en février. En février, donc vous commencez à planifier. Et alors, qu'est-ce que ça implique quand tu parles de planification? Parce que je sais que il fut une époque où Dell fabriquait presque à la demande et on peut encore faire des options, mais ça j'imagine que c'est compliqué à gérer aussi. Mais là, quand on parle de 7 à 9 mois avant Oui. la période, c'est quoi comme planification? Déjà, c'est tout ce qui est metrics niveau business principalement et savoir comment on va influencer la demande pour déterminer en fait les plans financiers. Donc tout ce qui va être revenu, marge, unité et pour dire voilà alors on va essayer de planifier la demande de telle et telle manière pour ensuite pouvoir éclater en fait les objectifs financiers sur le trimestre fiscal pour ensuite pouvoir dire voilà ce qu'on aimerait faire pour Black Friday en termes de génération de revenus et de marge pour ensuite pouvoir commencer à regarder comment arriver à atteindre ces cibles. Et donc quel produit peut-être mettre en Voilà, avant, alors quel de quoi produit. on a besoin en Mais fait pour atteindre? Voilà, si ouais, tu me dis on a besoin de 300 milliards de dollars entre Black Friday et Cyber Monday, alors ben on va commencer à réfléchir qu'est-ce qu'il faut. Et les ouais. budgets marketing, évidemment. Vas-y, t'as une question? Quand tu disais pour planifier la demande, comment ça se planifie la demande et qu'est-ce que même ça veut dire de planifier la demande parce que vous planifiez l'offre, la demande vous Oui. essayez de l'estimer, j'imagine. On- Tout à fait. Mais alors, en fait, la demande, elle s'influence aussi largement parce que si regarde, par exemple, Black Friday, grosse période de demande. Mais si, par exemple, 3 semaines avant, nous, un concurrent, on dit, voilà, pendant une semaine, tous nos PC sont à moitié prix, on vous donne des moniteurs en plus, et on investit beaucoup en marketing pour faire passer le message. euh, on va faire venir la demande et on va l'avancer en fait par rapport au moment du Black Friday. Donc ça veut Hmm. dire que c'est pas uniquement en fait les gens et les particuliers qui vont se dire voilà j'achète parce que c'est Black Friday, mais ils vont plutôt être influencés aussi par l'offre, l'offre produit et l'offre promotionnelle. Ouais, donc vous pouvez créer la demande et quand tu dis pour planifier la demande, ça veut dire que vous essayez de voir à quel moment vous allez vendre pour combien, c'est ça?
Voilà, exactement. Et aussi de s'aligner par rapport aux analyses que font les organismes de recherche, hein, type GfK par exemple, qui vont dire voilà, alors l'année dernière c'était ça, l'année prochaine, on pense que les clients vont commencer à être sensibilisés plutôt à Black Friday et ouverts à des achats pour la période de Noël, plutôt entre telle et telle période. Et en gros, comme eux, ils parlent à tous les gros acteurs du marché, ils vont avoir une visibilité aussi assez intéressante qui va permettre de dire voilà, mais l'année prochaine, peut-être que si on fait notre offre à 50% sur tous les PC du monde et qu'on donne en plus des moniteurs et des vacances des vacances aux Bahamas pour chacun de nos clients, si on l'a fait le 18 novembre plutôt que le 21, et ben ça aura un impact beaucoup plus fort. Est-ce que c'est là on plaisante avec ce type d'explication, mais est-ce que c'est précis à ce point? Enfin, à quel point est-ce que c'est précis? Est-ce que vous avez des données qui vont vous dire sur la période d'une semaine, parce que les élections seront passées et que les gens s'occuperont d'autre chose et que les cartes graphiques nouvelle génération vont sortir, sur cette période d'une semaine, la demande risque d'être importante pour tel type de produit? C'est précis à ce point-là ou c'est plus des tendances générales? On le fait. Alors, enfin, ce qu'on a ce qu'on a des organismes de recherche, c'est assez général. Nous, ce qu'on fait ensuite, c'est on casse ces informations-là en plus petits morceaux pour effectivement pouvoir dire, voilà, on le fait pas au niveau des plateformes. Donc, par exemple, je vais pas te dire sur l'Alienware 17, on va en vendre 12 entre 9h et 10h ou pendant cette journée, j'en sais rien. On va pas faire ça. Mais par contre, on va dire, voilà, aujourd'hui, on va vendre, enfin, on va essayer d'atteindre tel nombre de visiteurs sur notre site, qui va se convertir ensuite en temps d'achat, qui vont rapporter tant de revenus et tant de marge. Donc vous essayez d'obtenir un certain, ça se passe en nombre de visiteurs approximatif, et donc là, donc sur une période de quelques jours ou d'une semaine, et j'imagine que là, ça se bascule en budget marketing, et c'est comme ça que vous allez les attirer, non? C'est un match de ping-pong en fait, parce qu'on va dire voilà, alors par exemple aujourd'hui il me faut 12 000 milliards de dollars. À partir de là, comment est-ce que tu atteins tes 12 000 milliards? Soit tu fais des super promos de fou, en général ça coûte cher parce que bon voilà, ou alors tu dis voilà bah il nous faut tant de budget marketing pour attirer tant de visiteurs et pour ensuite générer ces 12 000 milliards. Mais Maintenant là, ensuite le marketing. Ouais. c'est peut-être moi qui n'ai pas un passif de marketeur et donc j'ai du mal à considérer l'approche dans ce sens. C'est que vous réfléchissez pas à on a tel produit qu'on veut vendre à tel moment. C'est que vous dites on doit générer un revenu de temps à tel moment, basé sur les analyses des cabinets d'analyse et vos propres données, j'imagine. Mais c'est vraiment de ce sens-là que ça se passe. C'est genre on doit générer, enfin ce chiffre que vous déterminez, on doit générer tant sur l'année et donc tant sur telle et telle période. Il est basé sur autre, enfin j'ai du mal à appréhender sur quoi il est basé en fait ce chiffre. Alors ensuite c'est parce que si tu veux, moi je t'interromps, excuse-moi, mais j'aimerais bien générer avec le rendez-vous tech 14 000 milliards de dollars. Donc si tu as une réponse pour me dire comment je peux obtenir ce résultat, ça serait super cool. Ok, alors il y a plusieurs choses pour arriver à ce chiffre-là. Premièrement, c'est quelle était ta performance de l'année dernière ou des années d'avant, pour déjà dire est-ce que c'est réaliste ou pas. Si tu faisais 14 000 millions au lieu de 14 000 milliards l'année d'avant, ça va être difficile. Maintenant, voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, effectivement, ça va dépendre de la performance de chacune des grandes catégories. Donc par exemple, tu vois, Alienware, XPS, Inspiron, c'est les grandes gammes de Dell pour les particuliers. Et des plateformes en fait qui sont contenues dans chacune de ces catégories. Donc elles-mêmes, ensuite, elles vont être éclatées pour déterminer un niveau de performance par catégorie, pour dire voilà, et si on génère tant de visites, de ventes sur Alienware, la même chose sur XPS, la même chose sur Inspiron, voilà comment on arrive aux 14 000 millions de milliards de trilliards de dollars. D'accord. Donc, c'est-à-dire que effectivement, vous basez ça sur les performances précédentes, la conjoncture, la croissance du marché, aussi. La croissance, effectivement, et vous voyez ça par catégorie, par plateforme. Donc, c'est pas non plus on y va à la louche sur l'ensemble de la boîte. Bien sûr. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ensuite, tu vois, comme c'est des forecasts, donc comme toutes les estimations, 9 mois à l'avance, par exemple, c'est très très compliqué parce que le marché de l'informatique change énormément, du tout au tout. Hein. Par exemple, cette année, tu vois, il y avait les
problèmes d'approvisionnement, de mémoire et des SSD au niveau global. Ça, ce genre de choses, personne peut le planifier, tu vois. C'est très très compliqué. Et donc ça arrive en gros du jour au lendemain et ça peut changer énormément la façon dont tu prévois ton année. Ouais. Prévois ton année, voilà. Mais ensuite alors, il faut justement pour pardon, finis et puis j'aurai une question. Il faut des fois donc il faut planifier, mais aussi il faut être très réactif par rapport à ces changements, parce que bon, je mentionnais encore le coût de la mémoire qui peut plus ou moins être déterminé, mais par exemple, tu vois le Brexit, vu que je travaille en Angleterre, ça a eu un impact énorme sur la monnaie, la livre, du jour au lendemain, et il y a des fluctuations énormes en fait sur la livre, ce qui fait que ce que je prévois en février, ensuite, je sais pas, il se passe des négociations au niveau européen. Ok, moi je suis pas dans les petits papiers de Theresa May, donc j'en ai aucune idée. Et ensuite, la livre, elle va augmenter ou diminuer du jour au lendemain sans qu'on puisse rien faire. Et comme d'elle, c'est une boîte américaine, tout est évidemment géré en dollars, donc l'impact de la devise sur son taux de conversion par rapport au dollar sur mes résultats est très très important aussi. Donc ça veut dire que si on te demande de faire 14 millions de dollars sur telle période et que la devise perd tout à coup, que la livre perd tout à coup 10% de sa valeur, toi on te demande toujours de faire tes 14 millions de dollars sur la période. Et voilà. Enfin bon, j'imagine que tu peux envoyer un mail et dire les gars, petit problème, ça risque d'être plus compliqué. Mais oui, mais c'est quand même l'objectif qui est fixé. Oui. Un objectif, c'est un objectif. Ah oui, d'accord. Et alors du coup, tiens, j'ai une question par rapport à ce que tu disais sur les problèmes d'approvisionnement. Si on essaye de rentrer dans ton quotidien et dans une journée où justement tu apprends que les SSD, il y a Apple qui a complètement loqué la demande, ou je sais pas, ou n'importe qui d'autre. Ou que Intel sort tel produit et que donc ils ont, j'imagine que les deals se font bien à l'avance, mais les SSD vont être plus durs à obtenir que prévu. Comment ça se passe? Tu reçois un mail, c'est la panique, tout le monde court dans les bureaux en agitant les bras ou voilà. Alors c'est le branle-bas de combat, mais en gros, et ça arrive régulièrement, hein, parce que les soucis d'approvisionnement ou de demande trop importantes. N'oublie pas que par exemple, tout ce qui est mémoire, SSD, etc., ou alors les écrans, c'est souvent partagé avec d'autres industries, type téléphone portable, téléviseur, tablette et autres. Donc, ça dépend pas uniquement de ce que nous on fait ou de ce que nos concurrents directs font, mais ça dépend en gros des capacités de production des usines et s'il y a une nouvelle technologie qui va être lancée. Ou par exemple, tu vois les écrans OLED sur les ordinateurs portables, il y en a pas beaucoup. On a un Alienware par exemple qui en propose. Mais en termes d'approvisionnement, la plupart des producteurs d'écrans OLED vont plutôt s'intéresser aux télévisions, vu que c'est un marché qui est en pleine expansion et qui va nécessiter donc d'en avoir plus rapidement, et donc de mettre de côté éventuellement la production d'écrans de plus petite taille destinés à tout ce qui n'est pas une télé. Donc à partir de ce moment-là, bon déjà c'est pas un problème qui m'impacte moi uniquement, parce que Dieu merci, c'est un problème global. Et donc, à partir de là, on va essayer de déterminer quelle est l'ampleur du problème, quelles sont les alternatives, combien de stock est-ce qu'on a pour pouvoir durer, et ensuite quels sont les plans d'action nécessaires. Donc, par exemple, pour tout ce qui est mémoire ou SSD, c'est juste entre guillemets, c'est juste que la mémoire est devenue plus chère au cours de l'année. Et donc à partir de là, est-ce qu'on ajuste nos prix? Est-ce qu'on les laisse tels quels? Est-ce qu'on absorbe l'impact sur la marge? Et si oui, de quelle manière est-ce qu'on va le faire? Est-ce que tu peux dire de quel ordre de grandeur ça représente? Je sais que la mémoire, quand on va l'acheter chez les revendeurs OEM à Paris ou sur les sites web, on parle de quelques dizaines d'euros. Donc ce genre de fluctuation pour un fabricant comme vous, sur, je sais pas, au giga de RAM, ça va représenter ces quelques centimes, quelques euros, ou c'est quel ordre de grandeur en fait? C'est quelques dollars, oui. C'est quelques dollars, c'est gros. C'est assez gros. C'est pas, tu vois, quelques centimes, ça aurait pas eu un impact énorme. Quelques dollars, quand t'es une grosse boîte comme Dell qui vend des centaines de milliers de machines, c'est colossal. D'accord.
Ok, ben revenons donc au début, à la préparation. Tu disais, on commence à y travailler en février, en mars. Qu'est-ce que vous faites en fait concrètement? À quoi vous réfléchissez? Qu'est-ce que vous planifiez à ce moment de l'année pour les ventes de fin d'année? Donc une fois qu'on a déterminé en gros comment on établissait le plan financier, à partir de là, on va réfléchir à comment y arriver. Donc, est-ce qu'il y a un impact, par exemple, suite à des nouvelles technologies ou des nouveaux lancements produits? Euh, Finalement, tu vois, là, j'ai mentionné les cartes graphiques Nvidia l'année dernière. Pour tout ce qui est machine de gamer, c'est un impact colossal parce que effectivement, tout le monde va se dire, oh, voilà, la GTX 1080, c'est la carte graphique qu'il me faut, c'est le moment ou jamais pour changer de machine. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par exemple, Est-ce que, excuse-moi, je t'interromps encore une seconde. Est-ce que le jour où Nvidia, j'imagine que vous êtes des gros partenaires, donc vous avez les infos en avance, mais le jour où Nvidia annonce justement une nouvelle génération de cartes graphiques, là encore, c'est la fête dans les bureaux, tout le monde sort le champagne, c'est comment ça se passe? alors oui, en fait, on sait ça bien à l'avance évidemment parce que les Hmm. processus d'intégration et ensuite de tests en usine des machines pour s'assurer que Que tout ça fonctionne. fonctionne Ouais. bien, que ce soit au niveau de standard et de qualité nécessaire pour, enfin, tu vois, pour atteindre. Bah de Dell évidemment, Voilà, le de Dell Dell. Oui, n'accepte que oui. le Ah plus oui. haut standard de qualité, nous sommes d'accord. Ah oui, mais en fait, tu vois, ils sont plus ou moins poussés selon les marques. Et Hmm. chez nous, ils sont effectivement très très poussés parce que on est une marque très très orientée B2B et donc ça joue. Et donc on sera Hmm. peut-être pas toujours les premiers à lancer un produit sur le marché, mais par contre, on sera sûr que, enfin, en général, ça fonctionne bien. Hmm. Donc et effectivement, donc c'est pas, tu vois, le jour où c'est annoncé en interne. Alors effectivement, c'est cool, mais voilà, c'est pas, c'est Bon, mais vous on saviez n'ouvre pas déjà le quoi. champagne, hein, voilà, Hmm. parce qu'on voilà, on le sait bien à l'avance. Et en général, oui, c'est, enfin, ça se passe sur un niveau, comme je le mentionnais un peu plus longtemps, Hmm. ça se passe au niveau où on planifie le lancement de nouvelles plateformes en général. D'accord. Donc par exemple, quand tu auras le processeur Intel série 9, 10, 11, 12, 13, voilà, et bah on le sait en gros entre un bon moment à l'avance, disons, parce que D'accord. c'est quelque chose qui se planifie sur l'assez long terme pour être aussi sûr qu'on a des chaînes de production qui sont mises à jour si besoin. Ouais. Et puis j'imagine que vous devez aussi réserver les composants avec Ah oui, bien sûr, faut vos les acheter, oui. fournisseurs. Ouais. Vous les réservez à l'avance et vous dites là c'est encore un autre niveau de planification, mais vous dites on va avoir besoin de je sais pas moi tant de dizaines de millions de barrettes de RAM de tant de gigas sur telle période et Exactement. on ouais c'est sûr. Ouais. Et tant de cartes graphiques, et tant de processeurs en Core i7, tant de processeurs en Core i5, etc. D'accord. Euh, Ok, donc pardon, je ne cesse de t'interrompre, mais tu dis Non, que mais des choses vas-y, c'est intéressantes. intéressant. C'est plus Donc, intéressant de discuter que de, que de te non, raconter mais ma vie. justement, je te redonne la parole. Tu disais, on est en train de prévoir les produits pour en fonction des prévisions financières. Donc voilà, et c'est pas uniquement ensuite les produits, mais c'est aussi les configurations. Donc par exemple, il y a en fait chez Dell, il y a deux types de machines. En gros, c'est celles qui sont configurables entre guillemets. Hmm. Et donc par exemple, tu vois, tu vas aller sur ton ordinateur de bureau Alienware, tu vas pouvoir sélectionner et le prendre sur mesure selon les options disponibles. Et en parallèle, tu as les unités qui sont stocké, donc déjà prédéterminé, en disant voilà, écoute, sur une machine avec un Core i3, 8 Go de RAM et 1 Tera de disque dur, c'est ce qui va convenir à la grande majorité des clients. Donc il n'y a pas vraiment besoin de proposer beaucoup d'options différentes sur ce type de machine et plutôt proposer différents types de configs. Donc par exemple, on aura une version en HD, une version en Full HD, une version avec un SSD à la place du disque dur, etc. Et tout ça, ce sera stocké. Et donc à partir de là, la réflexion, c'est donc pour atteindre notre objectif qu'on s'est fixé, euh, de quelle configuration va-t-on avoir besoin en plus de ce qu'on avait déjà planifié? Et Hmm. si on a besoin de quelque chose, c'est pas sûr. Et donc à partir de là aussi, c'est de pouvoir laisser du temps ensuite aux équipes de la chaîne de supply and demand, de leur dire voilà, alors il faut telle config, mais alors en remplaçant le disque dur de 1 Tera, j'aimerais un SSD de 256 à la place, en combinaison avec un écran Full HD parce que c'est la grosse tendance ou c'est le produit qu'on veut pousser ce jour-là. Et à partir de là, on commence à planifier ce genre de choses à ce niveau de détail-là. Et donc vous dites telle config, il m'en faut 40 000.
Et voilà, exactement. mais je pense que c'est sans doute la décision la plus terrifiante qu'il soit possible de faire, parce que, alors vous avez Oui. des données, vous avez des trucs sur lesquels vous vous basez, mais moi je serais Et tout ça, incapable de dire c'est 40 000 qu'il m'en faut. T'imagines si tu te plantes, j'imagine qu'ensuite tu peux faire des promos pour les écouler s'il en reste, ou monter les prix s'ils se vendent beaucoup, mais, enfin, je ne moi me ça me plante terrifie. jamais. Non, mais Ah d'accord. blague à part, blague à part, c'est un peu comme quand tu joues en bourse. Tu sais jamais exactement ce qui va se passer, à moins Hmm. d'être dans les petits papiers des gens qui savent, mais bon, moi je le suis pas. Et en gros, effectivement, c'est un gros risque parce que finalement, quoi que tu planifies, rien ne se passera comme prévu. Et donc, par exemple, il se peut que la concurrence fasse quelque chose que tu ne peux pas prévoir. Ou Hmm. alors, il se peut que, je sais pas, tu vois, il peut y avoir des facteurs externes qui influencent aussi la façon dont les clients vont vouloir acheter une machine ou pas. Et par exemple, je sais pas, tu as la Coupe du Monde de foot ou les Jeux Olympiques, les gens ils vont plutôt être concentrés sur l'achat de télévision. Hmm. Donc, je sais pas, peut-être que la sortie du Blu-ray de Star Wars va motiver les gens à changer leur télé et à passer sur des télé 4K et acheter un lecteur Blu-ray en plus, plutôt qu'acheter un ordinateur ou des accessoires. Et Hmm. donc, ça aussi, c'est des choses qu'on peut ou pas prendre en compte, mais c'est des choses qui vont jouer. Et donc, Est-ce à que les partir de cabinets là, d'analyse comme GFK prennent ce genre de détails en compte, ou c'est genre la sortie de tel gros film en Blu-ray qui risque de pousser encore plus les ventes de télé 4K, c'est le genre de truc qu'ils peuvent je analyser pense aussi? qu'ils peuvent analyser sur les gros événements, mais tu vois, Hmm. la de Spider-Man Homecoming en Blu-ray, je pense qu'ils regardent pas trop. Non, Mais d'accord, par mais la Coupe contre, du tu vois, Monde ou ce genre de choses. voilà, Coupe du Monde de foot ou des Jeux Olympiques, oui, ils vont avoir des informations dessus Hmm. pour nous aider à planifier. Mais ensuite, ça Hmm. dépend de tellement d'autres facteurs qu'il y aura forcément, par exemple, sur tes 40 minutes que tu vas prendre, euh, ça peut, tu ne peux pas le prévoir. Donc, soit tu vas en vendre 60 000, soit tu vas en vendre 10 000, mais c'est difficile à prévoir. Le tout, c'est d'avoir une idée déjà de comment ça se planifie pour ensuite pouvoir réagir. Et comme tu disais, si on en vend 10 000 au lieu de 40 000, et ben, on va faire des promotions dessus pour les écouler. Et si on va en vendre 60 000 au lieu de 40 000, ça va créer un autre type de problème. Et ensuite, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on va arrêter de vendre cette configuration-là, ou alors faire d'autres offres plus agressives sur les autres configurations pour essayer de dévier la demande sur ces autres configurations-là, etc. Hmm. Mais effectivement, c'est une période de l'année où, par exemple, la Black Friday, il y a des gens qui sont connectés 24 heures sur 24 pour pouvoir dire, bah voilà, il y a tel problème qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a effectivement Ah, des gens qui une sont série de plans de connectés, contingence des gens qui sont connectés de chez vous, tu veux et dire, qui pour travaillent, surveiller oui, de comment chez nous, ça, et oui. qui travaillent 24 heures sur 24 pendant tout le week-end entre Black Friday et Cyber Monday pour pouvoir dire, pouvoir établir ou appeler les bonnes personnes en cas d'urgence. D'accord. Donc si il y a tel produit qui commence à disparaître ou tel produit qui s'écoule pas Oui, du tout, oui. ils surveillent les stocks et ils disent et donc vous essayez d'ajuster en cours de route si besoin pendant cette période de Tout à quelques fait, tout à jours. fait. Alors, en gros, il y a une série de plans de contingence qui sont mis en place au préalable, évidemment. Mais un plan de contingence, c'est jamais non plus une science exacte. Et à partir de là, on joue avec le curseur en disant voilà ce qu'on fait pour essayer de rectifier ce problème. Et on détermine en fait quels sont les plans d'action nécessaires quand il y en a Hmm. besoin. Donc cette année, par exemple, c'est arrivé peut-être 2, 3 fois qu'on rectifie ou qu'on change quelque chose par rapport à ce dont on avait prévu à l'époque. Ah d'accord, c'est quand même pas trop mal. C'est arrivé 2 3 fois. Ça veut dire que vous aviez quand même pas trop mal géré le truc. Vous avez ça a correspondu au plan plus ou moins quoi. Moi Oui, j'aurais oui, non, pensé que c'est vous ça. étiez Ouais. à jouer sur les curseurs, tu sais, toutes les heures, genre non attends là enlève 3 $, non là il faut machin, tu vois. Mais c'est pas à Non, ce non, point-là non pas à plus ce quoi. point-là, pas à ce point-là, et Hmm. on est, oui, effectivement. Dell, c'est quand même une grosse structure, donc on est assez pointu en fait sur nos reporting parce que c'est une, contrairement, enfin, il y a deux types d'entreprises à mon avis, c'est celles qui sont plutôt orientées marketing et celles qui sont plutôt orientées vente. Dell est à mon avis un peu plus orienté vente que marketing, et donc on a des reportings qui sont mis à jour, enfin, à la Quelle est minute. la différence? Je suis pas sûr de comprendre la différence entre Je comprends la différence entre marketing et produit, mais Ouais. la différence entre marketing et vente, ça veut dire que vous basez vos décisions sur des ou vous implémentez vos décisions avec des changements sur les types de produits et les prix plutôt que de la promotion agressive en marketing ou
Non, C'est non, ça, non, non? c'est plutôt en fait une société plutôt orientée marketing va faire des campagnes assez généralistes hein, de haut niveau, type branding, pour dire voilà, regardez Ah. notre produit, c'est le plus beau, c'est le plus merveilleux. Nous, on est plus équilibré et on va faire effectivement les deux. Donc, par exemple, une campagne sur le XPS 13, regardez comme il est beau, il est fin, il est chouette, il est puissant et fantastique, tout le monde le veut. Mais on va faire aussi des campagnes promotionnelles et des campagnes très tactiques en disant voilà, par exemple, dans je sais pas tel journal anglais, tel quotidien, on va faire regarder super promotion aujourd'hui sur un Core i5 8 Go 1 Tera. Ouais, tu disais que vous avez un reporting très précis à la minute. Sur ce genre de truc, je crois me souvenir qu'il y a toujours des codes promo spécifiques que vous allez ensuite traquer Oui, pour voir l'efficacité spécifique de tout la à fait. campagne dans tel journal, de tel type de campagne, c'est ça? Voilà, on aime beaucoup ça. Et donc, par exemple, pendant Black Friday, ce qui est important, donc cette année à Black Friday, on a fait des doorbusters. Vous Des savez pas quoi, ce que c'est un pardon? doorbuster? Voilà, je ne savais pas non plus à l'époque, avant de commencer à travailler dessus. En gros, c'est des offres extrêmement agressives qui sont faites pour générer beaucoup de trafic sur le site. Par exemple, cette année, on avait un Core i5 à 399 livres et en portable, en ordinateur portable. Et donc en Hmm. gros, on savait à quelques secondes près, parce qu'il y avait beaucoup de gens évidemment qui se connectaient pour essayer de l'acheter, on savait à quelques secondes près combien on en avait vendu, une minute près, disons. Et donc en gros l'idée c'était de pouvoir dire voilà à tel moment ah bah les stocks sont écoulés, on peut plus le vendre, on doit l'arrêter. D'accord. Et donc effectivement, c'est là où l'agilité du reporting est très importante parce que pour un site internet, hein, effectivement, c'est possible, mais par contre pour tout ce que tu contrôles en retail, c'est un peu plus compliqué, tu vois, de dire au retailer voilà, mettre en place tel outil pour pouvoir nous dire à la seconde près où ça en est, c'est un peu plus délicat, surtout quand tu as je sais pas 4, 5, 6 partenaires par pays et que tu as je sais pas combien de dizaines, une présence dans je sais pas combien de dizaines de pays dans le monde. Hmm. Et du coup, quelle fluidité vous avez sur l'ajustement des prix et des promos pour pallier aux problèmes éventuels? Vous pouvez vraiment, et je dis vous, mais je pense que c'est le cas pour la plupart des structures de ce type, vous pouvez ajuster à la minute, dire bon bah maintenant le prix passe à tel montant, appuyer sur Enter et ça arrive sur le site tout de suite? Ça dépend. Ah. Mais dans le meilleur des cas, oui, c'est quelques instants. Mais ensuite, ce qu'il faut voir, c'est pas tellement des contraintes en fait de mise en place, mais plutôt des contraintes, à mon avis, légales, qui sont toujours c'est un peu Hmm. changer les prix à la dernière minute, c'est pas une bonne chose Ouais, pour bien quelque sûr. marque que ce soit, et aussi enfin une considération pour tout ce qui est pour nos clients, tu vois, dire à nos clients, ah, bah, pas de bol, on vient de changer l'offre, tu vas devoir payer maintenant 50 euros de plus, Ouais. Ou et pas alors au super. client qui vient d'acheter le truc, ah bah il est à 50 euros de moins maintenant, dommage, t'aurais Voilà, dû voilà, attendre deux c'est minutes, encore ouais. pire. Ou Hmm. alors, ah bah désolé, on annule votre commande parce qu'on n'a plus de stock, c'est trop tard. Ouais, Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment très pointu là-dessus. bien sûr. Et oui. Hmm. Alors, une fois que tout ce plan est établi en février-mars, si on avance, qu'est-ce qui se passe en avril, mai, printemps, on va dire, on va pas passer par saison. Qu'est-ce que Ouais. vous En faites gros, c'est au par printemps? trimestre fiscal, mais en gros, les gros changements, c'est premièrement, est-ce qu'il y a des changements de config, des nouvelles machines, est-ce qu'il y a des contraintes, Mhm. est-ce que, je sais pas, le cours du SSD va flamber, est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, des, quelque chose d'inattendu qui va se passer. En général, quand même, enfin, l'industrie est mature, donc tu vois, c'est rare qu'il y ait un changement majeur en disant, voilà, on va dire, regarde, le jour où les SSD ont été lancés, bah, je sais plus il y a combien de temps, ça effectivement c'est un changement majeur dans l'industrie pour tout ce qui est disque dur. Mais finalement maintenant, ce qui va se passer, c'est plutôt des mises à jour plus ou moins mineures. Donc par exemple les écrans OLED sur les PC, ça a été lancé déjà il y a un an ou deux, enfin un an peut-être maintenant. Euh, mais ça n'aura pas un impact gigantesque en fait sur la planification. C'est plutôt Hmm. des Des ajouts ensuite ajustements, ouais. faire sur le plan, des ajustements pour dire voilà bah c'est cool, il y a des écrans OLED, et ben on va lancer 2 ou 3 configs en plus pour essayer de voir un peu quel est l'intérêt du marché pour ce genre de choses. Maintenant les gros changements, en fait ça va plutôt être les changements en termes de coût des produits, des composantes, parce que ça change assez régulièrement.
c'est à prendre en compte. Et ensuite également les changements, donc je mentionnais au niveau de la devise et l'échange, le cours du dollar par rapport à l'euro ou à la livre. Et ça aura des gros impacts. D'accord. Mais alors on disait qu'est-ce qui se passe au cours des différents trimestres, c'est-à-dire que vous revoyez toutes ces données tous les trimestres en fait pour tout à fait. C'est ça, d'accord. Ouais. Donc c'est pas que plusieurs fois par trimestre, même 1 ou 2 fois par trimestre. On recalcule tout, on revoit si on veut ajuster le plan. On veut dire par exemple 50% sur toutes les machines, ou finalement s'il y a des problèmes à cause du Brexit ou l'effondrement de la livre ou parce que les négociations sont difficiles, et écoute, peut-être qu'on va faire 40%, ou alors au contraire 60, ou alors 80, j'en sais rien. Mais ça va changer plusieurs fois jusqu'à un moment où on va dire ok, stop, on peut plus rien changer parce que maintenant on a commandé tel type de machine en telle quantité, et maintenant si on le change de manière trop significative, soit on en aura trop, soit on en aura pas assez, et maintenant il vaut mieux s'arrêter de trop jouer avec ça. Et donc en gros ça arrive peut-être 2 mois avant. Ça change de moins en moins. Et plus on s'approche en fait de la période donc, des fêtes, moins les changements vont être importants. Donc par exemple, ce qu'on va faire en février, je te parie tout ce que tu veux que en juin, par exemple, 4 mois après, on va changer énormément de choses. Et ensuite, peut-être en août, on va changer encore beaucoup de choses. Et à partir de là, on sera de plus en plus proche de la version finale du plan. Mais alors, du coup, question d'idiot, c'est moi l'idiot dans le scénario. Ah non, c'est moi. Du coup, pourquoi commencer en février si tout va changer en juin de toute façon? Parce qu'il faut déjà commencer à, parce que en fait c'est comme c'est une grosse structure, c'est assez compliqué à mettre en place. Donc par exemple, pour tout ce qui est achat de composantes, même si on change notre plan 1 ou 2 fois. On va quand même devoir dire, voilà, il nous faut tant de dizaines de milliers de Core i3, tant de dizaines de milliers de Core i5, tant de dizaines de milliers de Core i7. Donc il faut commencer à produire, il faut commencer... Exactement. Ça se prévoit en fait des mois à l'avance, parce qu'ensuite, les équipes donc de Supply and Demand, ils peuvent ensuite consolider ça au niveau européen, puis au niveau global, pour que Dell bénéficie des meilleurs prix de nos partenaires. Et à partir de là, ça nous permet aussi donc d'avoir des coûts qui sont compétitifs et de pouvoir dire voilà tel PC on va pouvoir le faire à 399 comme on l'avait prévu, parce que tout s'est passé comme prévu. D'accord. Alors, on continue donc avec les différents trimestres et on avance jusqu'en août-septembre. Et à partir de là, comme tu disais, on est à 2 mois, ça va plus trop changer parce que de toute façon, les composants sont là. On peut encore un petit peu jouer sur les prix à la limite, mais vous savez les prix de revient de vos trucs, donc il n'y a pas non plus énormément de marge de manœuvre à ce niveau-là. Donc le plan est plus ou moins établi. Qu'est-ce qui se passe dans ces dernières semaines, ces derniers mois? Alors là, c'est surtout en fait, c'est surtout une période où on va sense check en fait. Donc on va vérifier sense check. Alors, en gros, on va vérifier que toutes les pièces se mettent bien en place, que le plan marketing est aligné, que nos agences marketing, ils vont nous dire ok, c'est bien, ces prix, cette promotion, cette offre, ce produit, ça s'aligne avec ce que nous on voit et avec cette opportunité là qu'on peut avoir chez tel partenaire pour avoir telle visibilité à tel jour, à telle heure, dans tel magazine, sur telle chaîne de télévision, sur telle chaîne de radio, etc. Et on va vérifier que toutes les pièces en fait se mettent en place. Voir par exemple si où sont les machines, sur quel bateau est-ce qu'elles sont par exemple, quelle est la date estimée d'arrivée de ce bateau-là, parce que effectivement tu vois, si à Black Friday on dit regardez cette super offre et qu'en fait les bécanes elles arrivent 3 semaines après parce que le bateau a une avarie en plein milieu de je sais pas quelle mer, et il faut prévoir. Pardon, fini, vas-y, continue. Ouais. Et donc vraiment c'est une phase où c'est une période où on va vraiment chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine, comment se met en place chaque pièce. Donc par exemple, est-ce que le site internet est prêt en termes d'infrastructure pour être sûr que on va pouvoir arriver à gérer le surplus de trafic, par exemple, parce que quand tu vois, t'as Black Friday, t'as beaucoup de gens qui viennent sur le site. C'est pas la même chose que le trafic qu'on va avoir le 31 décembre, par exemple. Et du coup, rien que pour ce genre de choses, vous, peut-être que toi t'es pas dans les détails de ces conversations, mais vous passez des accords de peering supplémentaires avec vos partenaires, avec les
les gros réseaux ou avec des sociétés qui gèrent ce type de trafic pour rediriger correctement les trucs, pour distribuer la charge. Ça va jusque dans ces détails-là? Pas à mon niveau, mais nos équipes IT au niveau global, oui, elles vont voir ce genre de choses et voir comment les plans en fait des fêtes de fin d'année de chacun des gros pays vont s'imbriquer les uns dans les autres pour voir par exemple pour pouvoir dire par exemple je sais pas tu vois tu as une offre Black Friday sur incroyable aux États-Unis à 9h du mat heure de New York, il faut s'assurer que on fasse pas la même chose par exemple en même temps en France, en Angleterre, en Allemagne et en Chine et au Japon en plus, parce que là sinon ça risquerait de faire un risque sur l'infrastructure. Et donc il faut arriver aussi à planifier, à gérer ce genre de contraintes pour pouvoir s'assurer qu'on a la bande passante nécessaire sur le site pour avoir une expérience pour les gens qui viennent visiter le site correcte. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une promo prévue à telle heure dans tel pays et les gens de l'IT sont revenus vous voir en vous disant non mais les gars là ça va pas du tout, vous êtes 7 sur le coup, ça va pas le faire, donc il y en a un qui voilà, ils disent effectivement, ils reviennent et disent tout à l'heure il y a un risque parce que tel pays a décidé de faire quelque chose et est-ce que vous pouvez voir pour éventuellement décaler. Ah mais ta version est beaucoup plus polie. Moi j'aurais aimé que ça se passe comme je le disais moi. C'est beaucoup moins drôle. Ouais, pendant le call, je me l'avais dit foutaise. D'accord. Donc ok, donc vous faites ce self-check. Est-ce qu'il y a d'autres étapes avant vraiment l'heure H et le moment M? Ah mais il y en a pas mal en fait parce que tout ce qui est sur le site par exemple toute la visibilité, les bannières, les images, les produits, sur quelle page ils vont être affichés, quels liens, est-ce que les codes promotionnels vont fonctionner, est-ce que les prix sont corrects, est-ce que l'expérience pour aller d'une page à une autre fonctionne. Tout ça va être testé et retesté et retesté. Et pour une simple raison, c'est parce qu'il va y avoir tellement de gens sur le site que la probabilité il y a un problème est décuplée, elle est décuplée parce que finalement, s'il y a un problème, il y a forcément quelqu'un qui va le voir, qui va le trouver. Et donc, soit il y a une faille que les gens peuvent exploiter. Oh, regardez, on peut acheter des PC à 1 euro. Personne, d'accord, pas une bonne idée. Et ou alors, les gens qui veulent acheter peuvent pas commander ou ils ont des problèmes. Et quand tu as des milliers de personnes qui viennent sur le site, c'est difficile aussi d'avoir un support technique suffisamment vaste pour gérer des millions de personnes qui vont appeler en même temps. Ouais, bien sûr. C'est marrant parce que tout ce que tu me dis, tout est tellement imbriqué. On a souvent tendance à penser que quand il y a un problème quelque part sur un site ou avec un produit, ou on a souvent tendance à se dire du confort de notre PC. Oh mais attends, moi j'ai codé un site web en 1995. Il suffit de changer ça et voilà et c'est réglé. Et évidemment, derrière, il y a la réalité est beaucoup plus complexe. Ouais. Est-ce que toi, le fait de connaître tout ça t'a donné un petit peu de mesure dans ce genre de jugement? Est-ce que maintenant tu dis bon, peut-être qu'il y a d'autres choses derrière ou c'est un peu comme l'argument. Moi, je monte un PC pour 3 fois moins, tu vois. Ouais, un PC qui sera mieux, plus puissant, plus beau et 3 fois moins. Ok, bon, très bien. mais effectivement, tu vois, ça donne beaucoup de perspectives parce que chacune des pièces est compliquée. Tu vois. Si le site internet il plante, ce jour-là, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, première chose. Et ensuite, si ça arrive, il y a plein de gens qui vont appeler nos call centers. Genre, oh, vite, il me faut ce PC avant qu'il soit en rupture de stock. Et voilà. Et donc, à partir de là, il faut aussi gérer les connaissances techniques et promotionnelles des gens qui sont dans le call center, tout en leur disant, voilà, alors si ça arrive, voilà ce qu'il faut faire. Et si ce produit-là n'est plus en stock, mais que le site fonctionne, vous pouvez toujours leur conseiller d'aller voir ce produit-là et ce produit-là, etc. D'accord. Tiens, j'ai une question qui est un petit peu connexe, mais tu parlais de transport par bateau tout à l'heure. Au-delà du fait qu'il y a énormément de transport et de livraison aujourd'hui, et même à travers le monde avec des sites
d'achat par internet, Amazon au premier d'entre eux, qui doit congestionner le trafic maritime et qui pose des problèmes, qui a posé des problèmes sur ces dernières années. D'ailleurs, c'est peut-être une question que je vais te la poser maintenant. Est-ce que tu as senti une évolution à ce niveau-là? Le prix du transport, du fret a augmenté sur les dernières années ou? Non, pas de manière visible, c'est assez D'accord. stable, mais bon, je suis pas Ok. un expert là-dessus. Mais ma question spécifique, c'était plutôt sur les configurations configurables justement. Est-ce que ça se passe comment en fait? Est-ce que c'est fabriqué en Hmm. Europe? Est-ce que c'est fabriqué en Chine à la demande? Comment? Enfin, quelqu'un veut une configuration hyper spécifique avec tel type de processeur, tant de RAM, telle carte graphique, machin. Ouais. Euh, Eh c'est ben, la envoyé réponse est très à simple. une usine? C'est ouais, je sais pas. Ah oui, oui, alors la réponse, ça dépend. En fait, on a des usines, enfin, par exemple, moi, les usines qui ont un certain degré d'importance sur moi, elles sont en Chine et en Pologne. Donc, il y a plusieurs choses. Tu veux un ordinateur portable configurable? En général, il sera fabriqué dans nos usines en Chine parce que envoyer ensuite par avion un portable, on va pas te l'envoyer par bateau, hein, parce que sinon t'en as pour 6 mois avant de le recevoir. Tiens, Mais non, mais c'est une vraie question. Ça prend combien de temps par bateau le voyage de Chine en Europe? c'est plusieurs mois. C'est compte 3 bons mois, 2, 3 mois. D'accord. Ok. Ok. C'est à la louche, hein, à la louche. Hmm. Mais en fait, il y a plusieurs types de fret. Donc il y a bateau, il y a par train, et ensuite il y a l'avion. Donc par exemple, ton portable configuré à la demande que tu vas vouloir de Chine, euh, on va pas te faire attendre 3 mois pour le recevoir. Donc on va te l'envoyer par avion. Ça coûte cher. Mais ça te permet aussi d'avoir une bécane configurée pour toi, comme tu le veux, au prix que tu as décidé, relativement rapidement. C'est quelques Quand on jours. dit ça coûte cher, c'est quoi? C'est Ouais. genre 30, 50 euros de transport au lieu de 2 Non, non, euros c'est par... moins, c'est moins, c'est moins, c'est quelques, peut-être, c'est une vingtaine d'euros, je pense, Donc hein. 20 euros pour le transport par avion qui va Et c'est prendre... c'est parce que c'est un ordinateur portable aussi, hein. Ouais. N'oublie pas qu'un ordinateur portable, c'est avec la boîte, c'est quelques kilos, tu vois. Par exemple, en revanche, si tu veux ton ordinateur de bureau, c'est pas la même chose. Et donc à partir de là, Ah mais tu vas le c'est faire faire en Pologne. tu vas le faire. Voilà. En général, c'est comme ça que ça se passe, parce que Hmm. sinon, bah t'es coincé parce que tu payes une fortune pour envoyer un ordinateur de bureau de Chine. On va le faire, logique, hein. Et on peut pas te l'envoyer par bateau parce que ça prend des lustres. Tandis que de Pologne, voilà, ça permet en fait ensuite, parce que nous, on facture pas les frais de port, on les offre. D'accord. C'est l'usage un peu dans l'industrie. Et donc l'idée, c'est de s'assurer que finalement, on se ruine pas en envoyant une machine de Chine par avion, si c'est un ordinateur de bureau. Voilà, ce qui explique qu'en général, les ordinateurs de bureau, on a plutôt tendance à les stocker. Et quand c'est des machines faites à la demande, par exemple comme les Alienware, ils seront envoyés de Pologne. D'accord, donc effectivement, et donc ça veut dire que pour ces machines-là, donc que ça soit en Pologne ou ailleurs, pour les machines qui sont fabriquées en Europe, vous devez avoir du coup les pièces pour les fabriquer déjà sur place pour le moment où le truc est mis en vente. Et donc vous avez tous ces stocks de pièces et vous avez des gens dans ces usines qui vont assembler les trucs, ils reçoivent une commande sur leur mail et c'est genre ah Ouais. donc Monsieur Béja veut une carte graphique 1080 et un tel truc et donc ils vont prendre les différents composants, les assembler, les mettre dans une boîte et les envoyer. Enfin c'est vraiment ce qu'on imagine quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et D'accord. tout l'intérêt de la planification, dont je te parle à plusieurs mois à l'avance, parce Hmm. que même si finalement, en fin de compte, les plans se passent pas toujours comme prévu, c'est plus ou moins précis. Et donc, on sait en gros à peu près combien on va vendre de chacun des types de composantes pour pouvoir dire, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Et comme on pense vendre tant d'ordinateurs de bureau qui seront produits là, et ben, il faudrait donc qu'il y ait des stocks de composantes à cet endroit-là. D'accord. Ok, je comprends à peu près. D'autres choses avant comme je disais, l'heure H et le jour J et le moment M qui sont qu'on peut mentionner dans toute cette logistique, ou est-ce qu'on arrive au moment Finalement, lui-même? ouais. Et finalement, au moment lui-même, ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple début novembre, que fait la concurrence. Et donc, par exemple, cette année, il y a de plus en plus
sociétés qui ont fait des offres Black Friday un peu avant Black Friday. Et je pense que c'est une tendance du marché. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que l'année prochaine, est-ce que ça va changer, ou est-ce que on va viser à la louche les mêmes jours? Et donc l'idée c'est d'arriver à peu près en même temps que les autres pour être sûr que finalement, tu vois, ils prennent pas tout le marché avant que nous on ait eu le temps de lancer nos offres. Et donc ça demande aussi des plans de contingence de ce point de vue-là pour dire voilà, ok, Black Friday, on avait prévu de lancer à tel jour, tel et tel concurrent, ils ont lancé leurs offres 2, 3, 4 jours avant, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Donc là encore, je sais pas pourquoi c'est mon image fétiche de cet épisode. Il y a un coup de fil au milieu de la nuit ou un email qui arrive et là tout le monde se met à courir en rond avec en agitant les bras, genre telle machine est à tel prix. Est-ce que nous donc vous pouvez avancer votre promotion ou en faire une autre ou ce genre de truc? C'est exactement ce qu'on essaye de faire. Donc avancer les promotions, c'est pas toujours très facile. Ça dépend de si et quand elles ont été communiquées. Donc, par exemple, si tu dis, ouais, pour Black Friday, on a, je sais pas, 1000 unités de cette machine à vendre. Si on avance à 3 jours et que les gens qui ont vu la pub décident de l'acheter le jour de Black Friday et non pas les offres, non pas les PC disponibles, c'est un peu moyen. Voilà. Et je comprends, hein, c'est normal. Ouais. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans les limites de ce qu'on a prévu et communiqué. Tu veux dire que la pub est faite en amont ou alors elle est déjà envoyée au titre de presse ou parce que à la limite parce que à la limite ça vous pouvez le changer aussi la promo si c'est des pubs online, on peut les changer relativement facilement parce que finalement c'est simple. Mais tout ce qui est imprimé, ça doit partir à la presse quelques semaines avant. Et non donc, mais ça existe plus la presse, plus personne achète de magazines. Si. Écoute, en Angleterre ça tourne encore pas mal, hein. Vu le nombre de tabloïds que tu vois dans le métro abandonné, ça fonctionne encore pas mal. Mais oui, c'est. D'accord. Donc ou par exemple une pub télé, tu vois, une fois que t'as enregistré ta pub télé, et c'est très très compliqué à changer. Bien sûr, bien sûr. Et donc dans ce cas-là, vous faites quoi alors pour contrer l'offre du concurrent? Vous essayez d'en faire une autre ou qu'est-ce que vous pouvez faire? On essaye, voilà, soit on innove et on fait une offre un peu différente, ou alors on communique un peu plus sur notre. Mais en vous assurant que vous aurez quand même les stocks pour les promos qui sont déjà lancés. Et bien sûr. Sinon c'est gros problème. Ouais. Donc soit vous communiquez, t'allais dire? Soit on communique sur nos offres avec un peu d'avance pour dire chez nous ou attendez le jour de Friday, regardez, c'est incroyable ce qui va venir. Ouais. Ou alors tu trouves une autre offre et tu dis voilà, t'as des cannes à 399, il va falloir attendre Black Friday, mais peut-être que celle-là à 349, elle vous conviendrait en attendant. D'accord, ok. Ok, donc Black Friday, on en a déjà un petit peu parlé. Black Friday spécifiquement, mais cette période de quelques jours jusqu'à Cyber Monday. D'autres choses à ajouter? On a parlé du monitoring permanent des stocks et des problèmes. On a parlé de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Toi, tu fais quoi en fait pendant cette période de 6 jours? Tu dors pas? T'as les yeux écarquillés devant ton écran ou alors tu laisses les gens travailler? Ouais, non, je prends des vacances. Hein. D'accord. Non, mais oui. Plus sérieusement, par exemple, le week-end du Black Friday, c'est une période assez intense et c'est genre des journées de boulot de 7h à 22h, quoi. Donc week-end compris et en gros oui, une fois que c'est derrière, le travail reprend de manière plus ou moins normale, mais plus intense évidemment que d'habitude parce que c'est une période à forte saisonnalité, mais le gros du trafic, de la demande, des ventes, ça va arriver pendant ces 4 jours et après en fait ça va être plus facilement planifiable et prévisible. Ah oui? C'est-à-dire que, parce qu'il y a quand même on dit la période des fêtes. Je sais que la période de Black Friday est un énorme, enfin, comme tu l'as dit, une énorme part du chiffre d'affaires de la plupart des industries. Mais après, il y a quand même Noël, et la préparation de Noël, parce qu'il y a tous les cadeaux, il y a tous les trucs. C'est pas. Est-ce que Black Friday est encore plus important que Noël ou? Enfin, je sais que c'est concentré en 4 jours. Peut-être que Noël s'étale sur un mois et demi, mais moi j'aurais l'impression que c'était au moins aussi important, non? Écoute, de ma perspective, Black Friday plus Cyber Monday, c'est les 2 semaines à ne pas louper, et le reste, c'est vachement plus facile à
planifier et à prévoir, parce que j'ai l'impression que maintenant, au moins en Angleterre, les particuliers sont éduqués sur le fait de, ok, vous voulez offrir un cadeau de Noël tech à quelqu'un que vous aimez, et bah c'est entre Black Friday et Cyber Monday, c'est maintenant. Et après la demande devient beaucoup plus, elle est importante, hein, bien sûr, c'est une forte saisonnalité, mais elle est plus régulière aussi par rapport à ces 2 semaines-là. D'accord. Donc ça s'étale, ouais, peut-être sur 4, 5, 6 semaines. Et puis les gens savent que les achats de Noël, en fait, sont déportés aux promos de Black Friday et Cyber Monday. Regarde, tu voudrais offrir à ta femme un ordinateur portable l'année prochaine pour Noël. Comment est-ce que tu t'y prendrais? Bah, je t'appellerai. À part m'appeler, oui. Voilà, bon, évidemment, on plaisante, tu pourrais pas me dévoiler les promos que vous allez faire, mais par contre, tu pourrais me dire, oui, tel truc est intéressant en ce moment, c'est tel rapport qualité-prix qui est bien, oui, donc moi j'ai de la chance de t'avoir, donc c'est comme ça que je ferai. Ouais. Mais je comprends bien sûr les... Et puis accessoirement, voilà, non mais je t'appellerai même pas. Moi je sais quelles sont les tendances du marché quand même. Merde, faut pas déconner. Oui, mais non, mais et accessoirement, tu vois, enfin les offres de toutes les marques, une bonne partie des marques en tout cas pour Black Friday, sont tellement attractives que moi, enfin ok, peut-être que j'en sais plus que la moyenne, mais même si je devais pas acheter un Dell, je pense que j'attendrai Black Friday, et si j'achète pas Black Friday, je regarde pour Cyber Monday, et si ça marche pas à ce moment-là, bon, je l'attendrai peut-être un peu pour voir ce qui se passe pour Noël, ou pour Boxing Day, par exemple, le 26 décembre. Oui. Mais je pense que maintenant, beaucoup de gens sont assez éduqués là-dessus, et font ce choix-là. Ouais. D'accord. Question à laquelle t'as répondu à toutes mes questions, c'est invraisemblable, mais j'en ai une à laquelle tu pourrais peut-être pas répondre. Là, on parle pas que de Dell, mais de cette industrie que tu connais bien. Est-ce qu'il y a des croûtes quand même que les industriels essayent de d'écouler au moment de Black Friday? Et bon, on va prendre ta réponse avec des pincettes parce que bien sûr tu travailles dans cette industrie, mais en gros, est-ce qu'il y a peut-être des deals dont il faut se méfier, ou est-ce que même sur les trucs qui sont de qualité moindre, bah du coup ça devient intéressant parce que généralement les prix sont tellement bas que c'est de l'écoulement de stock, mais que ça peut convenir à certaines personnes. Oui, enfin, c'est rare d'avoir des croûtes maintenant en informatique. Enfin, par rapport à, je sais pas, tu sais, enfin on s'y intéresse depuis longtemps, toi et moi. Donc, ça fait, enfin, par rapport à ce qu'il y avait, je sais pas, il y a 10, 20 ans, c'est plus le même niveau. Et maintenant, je pense que aussi les retailers, par exemple, ils sont très pointus et efficaces pour tout ce qui est gestion des stocks. Et donc, c'est rare d'avoir, par exemple, tu vois, je sais pas, des processeurs Intel d'il y a 2 ou 3 générations. C'est rare. Je suis pas certain que ce soit facile à trouver, tellement les stocks s'écoulent assez rapidement. Et donc par exemple, tu vois, tomber sur un processeur Core i5 en Haswell ou en Broadwell aujourd'hui, à mon avis, c'est très très difficile. Ou alors c'est le marketplace Amazon par exemple, ou c'est sur eBay en occasion, mais sinon, d'accord. C'est rare. Et c'est vrai qu'on n'a plus les problèmes de... Enfin, je me souviens quand on montait nos propres PC, on a commencé dans les années 90. Et peut-être milieu des années 90, je sais plus, quelque chose comme ça. Je me souviens un jour, tu m'as appelé, je crois que c'était toi qui m'as appelé, et tu me disais, ouais, rue Montgalet, ils vendent des trucs, on pourrait essayer de monter nos propres PC, machin. On était allé acheter, et il avait fallu se renseigner pendant des heures et des heures, pas juste pour savoir quel était le meilleur rapport qualité-prix, lesquels valaient le coup, etc., mais aussi pour éviter des produits qui étaient simplement pas au niveau du tout, quoi. Et c'est vrai que quand j'y avais jamais vraiment pensé, mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver des trucs qui sont... Quand on parle de ces choses spécifiques, hein, il y a plein de produits en tech qui sont moins bons, mais ou dont la qualité peut varier. Mais quand on parle de composants informatiques, j'ai du mal à voir des composants qui sont vraiment de qualité totalement médiocre. C'est difficile de faire un mauvais choix, j'ai l'impression. Mais je sais pas. Peut-être surtout quand tu regardes les machines faites les grosses marques, hein, parce que maintenant la compétition est tellement intense
que finalement et ça a permis au marché d'atteindre un niveau de maturité et de qualité qui est assez impressionnant, hein, parce que tu vois quand je vois même les machines qui sont pas très chères, que personnellement m'intéressent pas spécialement parce que j'aime bien les trucs un peu un peu sexy, tech, machin et tout, mais même quand tu regardes des PC à 400 et 600 euros, t'as des trucs vraiment pas mal, hein. C'est loin d'être ridicule et ça apporte un niveau de performance qui convient à beaucoup de gens. Ouais, il y a aussi ce facteur qui joue, le fait que la puissance est tellement augmentée ces 20 dernières années, et même ces 10 dernières années, que même une machine entre guillemets pas très puissante convient à la plupart des usages. Donc effectivement, dans ce sens-là, bon après tu vas avoir la taille du truc, le niveau de batterie, etc. Mais même ça, on n'est plus aussi préoccupé que. Ouais, pardon. C'est ça. Maintenant, les choses qui font la différence, à mon avis, c'est la finition, qui en général est plutôt pas mal un peu partout. La rigidité de la machine, surtout pour un ordinateur portable. Tu sais, quand j'avais essayé en essayant de tordre mon ordinateur. Quand t'avais essayé, pardon, t'as coupé. Quand t'avais essayé de quoi? Quand j'avais essayé de tordre mon ordinateur en te montrant que ça bouge pas d'un iota, c'est par exemple, ça te montre que le châssis est rigide et donc qu'il est de meilleure qualité qu'une machine qui serait toute molle et flexible. Qui en général c'est plutôt bon signe parce que quand tu trimbales ton ordinateur portable, il vaut mieux qu'il soit solide. Et la dernière chose aussi qui à mon avis est importante et qui fait une différence assez certaine en ce moment, c'est la taille du bezel sur les écrans, que ce soit les moniteurs ou ceux des écrans d'ordinateur portable. Un joli bezel tout fin, c'est quand même plus classe que la bordure qui fait un demi-centimètre de chaque côté. Ouais, c'est sûr. Et qu'en parlant d'écran, moi je pense à la qualité des dalles aussi. Quand on repense à ce qu'il y avait il y a quelques années, c'est vrai que on pouvait passer d'une dalle inconfortable visuellement à une dalle très confortable. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une dalle qui est vraiment inconfortable, ne serait-ce que sur ce point. On va peut-être avoir des trucs qui ont des noirs moins profonds, un angle de vision un petit peu plus réduit, ce genre de choses. Mais d'une manière générale, bon, une dalle LCD, elle va faire le job, quoi. Donc, alors qu'avant, honnêtement, j'ai pas eu de mauvaise surprise, quelle que soit la machine que j'ai vue depuis. Je me souviens même plus quand. Ouais, ça fait des années. Alors ensuite, il y en a qui sont plus ou moins bien, par exemple pour jouer, pour le ghosting, le temps de latence, tout ça, oui. Bien voilà, sûr. le temps de latence. Mais si on met ça de côté, sinon pour un usage bureautique classique, c'est-à-dire qu'il va effectivement toujours, même pour les autres composants, il va y avoir des performances plus ou moins importantes, mais bien sûr. Quand je te posais la question des croûtes tout à l'heure, en y réfléchissant, c'est vrai que l'un dans l'autre, alors il y a peut-être des gens qui vont nous trouver des exemples spécifiques et des produits pas de mauvaise qualité, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'effectivement c'est difficile d'avoir des trucs qui font pas qui ont pas un niveau de performance ou de confort au minimum acceptable, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment réfléchi à la chose, mais depuis quelques années, bon. Alors attention parce que les commentaires des gens, il y en aura toujours qui vont dire mais moi j'ai acheté cet ordinateur, il a marché 3 fois et ensuite il est tombé en panne avec le clavier qui s'est détaché au bout de 2 secondes et l'écran qui voilà, mais bon finalement ça arrive partout. Mais non, mais là on parle effectivement de défauts de fabrication et pas de qualité des composants. Donc peut-être que ça, effectivement, il peut y avoir des séries avec des défauts de fabrication, ça peut arriver et ensuite chaque marque gère ça à sa manière, mais c'est à la limite une autre question, quoi. Ok, écoute, je crois qu'on arrive à une conclusion où tout le monde est gentil, tout est cool, les produits sont de bonne qualité, les promotions sont intéressantes, donc tout va bien dans l'univers de l'informatique finalement, c'est magnifique. Voilà, c'est merveilleux. Est-ce que il y a une autre chose à mentionner sur les autres périodes de l'année, parce qu'on a beaucoup parlé de Cyber Monday et Black Friday et de la période de Noël. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à mentionner ou simplement d'autres remarques que tu aimerais faire avant qu'on conclue cet épisode? Je te parlais donc de Black Friday in July et donc en fait effectivement j'ai réfléchi et donc ça a été lancé par Amazon et ils appellent ça en fait l'Amazon Prime Day. Oui, bien sûr, oui. Début juillet et donc je pense que c'est une tendance à suivre et qui va peut-être se développer, oui. Prendre de l'ampleur en Europe dans les prochaines années, je pense. De la même manière que Black Friday il y a 10 ans, ça n'existait pas pour nous et que c'est devenu de plus en plus important. Maintenant, je pense que peut-être que le Black Friday in July, donc Black Friday en juillet, ce sera la tendance à suivre.
c'est vrai que j'y avais pas pensé parce qu'en fait là, pour le coup, j'avais l'impression que c'était vraiment de l'écoulement de stock et j'avais pas trouvé de produit qui m'intéressait moi dans le Prime Day. Et j'avais regardé, ça fait effectivement peut-être 2-3 ans que qu'ils ont mis ça en place. J'avais pas trouvé de choses très intéressantes, mais ce que tu dis, c'est que c'est en train de créer un événement et un mouvement dans l'industrie qui est en train d'intéresser les gros industriels aussi et les grosses marques qui sont en train de s'y mettre également. C'est ce que tu dis, quoi. Bah, écoute, si Amazon s'y met, déjà les autres e-tailers et retailers vont pouvoir considérer la chose. Et à partir de ce moment-là, t'es un peu obligé de suivre. D'accord. Mais à voir. Mais moi, enfin, je suis curieux de voir combien de ces événements commerciaux est-ce qu'on peut créer dans l'année avant d'arriver à degré de saturation, parce que finalement, t'auras, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Ensuite, t'auras quoi? T'auras Pâques. Voilà. Et donc peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Ça dépend aussi culturellement des manières d'acheter des différents pays. Je sais que les anglo-saxons sont friands de promotions et ils se précipitent dans les magasins par millions. Plus que nous culturellement. Et donc je sais pas. C'est intéressant de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, effectivement, le Black Friday in July ou le Prime Day risque de créer une dynamique, ça c'est à surveiller. Ok, bah écoute, merci beaucoup Dany pour toutes ces descriptions et pour ta sagesse que tu nous as livrée. Est-ce que tu as une activité sur Internet que dont tu voudrais parler aux auditeurs s'ils veulent te suivre? Je pense à Twitter, mais je sais pas. Tu penses à Twitter? Mais je suis sur Twitter effectivement depuis des années grâce à tout. C'est Note Dany en fait, tout simplement. Très bien. Noté D-A-N-Y. Bon, je suis pas très actif, mais je lis tous les jours, plusieurs fois par jour, les messages, les commentaires, etc. Et je te suis en plus. Super, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cet épisode avec moi et de nous avoir prêté de ton temps précieux. J'espère que l'épisode vous a plu, chers auditeurs. Si vous avez apprécié, si vous appréciez l'émission, vous savez que vous pouvez faire plusieurs choses, soit laisser des commentaires sur l'application de podcast que vous utilisez, iTunes par exemple, mais il y en a d'autres. Laisser des commentaires et des étoiles pour nous aider à avoir un petit peu plus de visibilité. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, NotePatrick, ou sur Facebook, NotePatrick, ou laisser des commentaires sur le site, c'est frenchspin.fr. Vous avez l'article de l'épisode qui sur lequel vous pourrez commenter et discuter avec d'autres auditeurs. Vous pourrez nous dire si on a dit des bêtises, par exemple, nous corriger, faire des remarques sur des choses qu'on n'a peut-être pas mentionnées. Et évidemment, vous pouvez soutenir cette émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement. Vous savez comment fonctionne le système. Vous vous engagez pour une certaine somme de quelques dollars par épisode. Et puis à la fin du mois, la somme est facturée à votre moyen de paiement. Et de cette manière, vous permettez à l'émission de continuer son parcours et vous permettez à Patrick de manger. Et c'est donc le moyen de financer le Rendez-vous Tech, et il y a déjà un certain nombre de gens qui le font et qu'on remercie très très chaleureusement parce que ça permet de valider ce mode de financement qui est un petit peu particulier, qui permet de ne pas avoir de sponsor ou de publicité. Justement, on peut parler de tout ça en toute indépendance et on vous remercie de le faire. C'est patreon.com/rdvtech. Et surtout, tu vas bientôt acheter ta deuxième maison. C'est ça. J'ai besoin d'une petite maison pour faire mes vacances sur la Côte d'Azur. Donc sinon un jet privé, c'est pas mal aussi maintenant parce que vu qu'il y a tout le reste. Hein. Bon, écoute, on essayera de voir si on peut pas négocier avec les avions et les moyens de transport que vous utilisez chez Dell. Je suis sûr que vous pourriez avoir des prix intéressants. Bon, on se quitte sur ces bons mots. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous évidemment dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci à tous. Ciao, ciao.